le Niger qui concentre l'actualité toujours africaine. Au premier plan, Mamadou Yaya Baldé, tous les jours, depuis que ce putsch est intervenu là-bas, pratiquement, c'est une situation qui suscite une avalanche de commentaires et de réactions à l'échiquier même international, c'est important de le mentionner. Et aujourd'hui, il y a le FIDH. La FIDH, il s'agit de la Fédération internationale de défense des droits de l'homme et du citoyen, qui n'apprécie pas assez les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO contre ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est ce que nous avons appris, mais il faut aussi comprendre le contexte dans lequel tout cela est intervenu. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les pays de la CEDEAO, que la CEDEAO en tout cas a décidé d'imposer des sanctions à un de ses pays membres. Mais vous savez, c'est une question de principe. Lorsqu'il y a une rupture de l'ordre constitutionnel dans un pays, donc il est naturellement établi dans les textes de l'institution sous-régionale, justement de suspendre ce pays-là et bien sûr de procéder à des sanctions graduelles. Si justement les nouvelles autorités qui ne sont pas reconnues, il faut le dire, en tout cas ne prêtent pas le flanc pour une négociation, pour une solution négociée. Alors ce qui se passe au Niger, c'est vraiment déplorable. D'abord, tout le monde a qualifié ce coup-là d'un coup insensé. Mais est-ce que la CEDEAO n'a pas eu la main lourde aussi? Mais écoutez, voilà. Ibrahim Khalil, mais ce coup d'État-là également était un coup assez stupide, parce que quelqu'un qui est élu qui n'a pas fait 2 ans... Pendant que le Niger était menacé, avec des problèmes sécuritaires. Écoutez, il y a un président qui a été élu démocratiquement, il n'a pas fait la moitié de son mandat, mais des militaires viennent le renverser. Donc je pense que rien ne pouvait justifier cela, cet acte-là. Donc il fallait le condamner avec la dernière vigueur, et c'est ce que la CEDEAO a fait. Des sanctions économiques ont été imposées et qui aujourd'hui sont en train d'être ressenties par les populations, même si au niveau de Niamey on fait semblant que oui, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact. Ce n'est pas vrai. Ces sanctions-là ont un impact réel, parce que vous savez, une bonne partie de l'électricité qui est consommée au Niger a été en tout cas fournie par le Nigeria. Également, les ports qui ravitaillent le Niger, tout ça, ça peut avoir un impact sur la population. Et naturellement, si les autorités militaires en tout cas n'arrivent pas à accepter la négociation, la discussion avec les autorités de la CEDEAO, ça va s'empirer davantage. Et aujourd'hui, vous voyez une délégation de la CEDEAO qui est allée pour négocier, mais qui a été à laquelle on a opposé une fin de non-recevoir. Donc je pense que tout ça n'augure pas quelque chose de bien. Il va falloir que ces nouvelles autorités comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut pas diriger un pays sans légitimité en sortant de nulle part et venant accaparer le pouvoir politique. Et comme ça, ça doit être révolu. Ces temps-là sont révolus. On n'a pas besoin de ces treillis à la tête de nos palais. Oui. Il faut qu'ils s'en aillent. Alors, véritablement, il faut qu'ils s'en aillent. Mais sauf qu'Alpha Mamadou, quand même, il est de la responsabilité aussi des citoyens nigériens de se lever pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce coup d'État-là. C'est vrai, la CEDEAO en tant qu'organisation régionale, conformément aux principes qui régissent son fonctionnement, doit taper du poing sur la table. Mais si les mêmes populations, les mêmes citoyens ne trouvent pas du mal, en tout cas, à ce coup d'État, adhèrent, en tout cas dans leur majorité au coup d'État, est-ce qu'on peut être plus loyaliste que le roi, finalement, Alpha Mamadou? Oui, c'est difficile à dire. Est-ce que le micro est suffisamment ouvert, Djamné? Activez le micro de... Donc, je pense Alpha que, Mamadou. voilà, merci, c'est encore mieux, mieux, merci. Oui. Donc, je pense que cette situation, comme vous l'avez dit, on a vu des manifestations de soutien quand même à la junte. On a vu également des manifestations hostiles à la France, et France dégage et tout ce qui va dans ce sens-là, et même des drapeaux russes qui ont été brandis par certaines populations. Donc tout ça, on l'a vu à Niamey quand même, dans les rues de Niamey, la capitale. Et cette manifestation, est-ce que ce ne sont pas finalement des soutiens des postes en tous les cas, leurs proches qui sont en tout cas venus pour expliquer? Oui, laissez-moi aller. Oui, est-ce que c'est toute la population de Niger qui se retrouve on a vu une liesse populaire quand même à Niamey. Ce n'est pas rien, Alpha Mamadou. Je ne suis pas d'accord. Les gens sont sortis dans la rue pour acclamer, pour applaudir le coup d'État. Ce n'est pas une liesse populaire. Ces gens qui sont venus, c'est des gens manipulés. Ah oui, vous en avez la preuve. Vous avez la preuve de ce que vous dites. Ceux qui
Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce coup d'État. Tous les démocrates convaincus, malheureusement, les gens n'osent pas parler. Vous savez qu'actuellement, il y a une chasse aux sorcières qui est engagée à Niamey. Tous les anciens ministres de Bazoum, les ministres de Bazoum, sont en train de se faire arrêter un à un. Tous les responsables de son parti, le MNSD, sont en train de se faire arrêter par-ci par-là. Il y a une chasse à l'homme qui est engagée par les putschistes. Donc vous pensez que les gens peuvent sortir, manifester, exprimer leur colère? C'est pas évident qu'ils le fassent. Ils ont peur des Kalachnikov. Les militaires, quand ils viennent, ils sont prêts parfois à tirer sur les civils. On a vu ce qui s'est passé en 2009 ici à Conakry. Et actuellement, les dadis sont à la barre. Donc les gens peut-être qu'ils ont peur de sortir pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord quand même. Il ne faut pas voir juste cette foule de sympathisants de la gente qui est sortie pour dire que voilà, c'est ça, c'est les 14 millions de Nigériens. Non messieurs, je ne suis pas d'accord. Par contre, un coup d'État comme celui-ci, quand il se produit, la CEDEAO, comme vous l'avez dit, doit taper sur le point sur la table. C'est une question de principe qu'on l'a dit, Yaya. C'est une question de principe. Vous avez signé des accords, ben respectez les accords que vous avez signés. Et surtout un président pour qui tous les arguments avancés par les putschistes ne parviennent pas à convaincre. Imaginez, il y a 6 mois, au mois de novembre et décembre dernier, les mêmes Abdraman Chani et tous ceux qui ont perpétré ce coup d'État saluaient les efforts du président Bazoum dans le cadre de la lutte contre le djihadisme. Les audios existent, les témoignages encore dans les médias nigériens, ça existe encore. Donc on peut bien retrouver les traces. Et la région des 3 frontières, Niger, et Burkina Faso et Mali, c'est une région où les groupes djihadistes, où justement cette nébuleuse terroriste est suffisamment installée, mais les Nigériens sont moins frappés par des attentats. Et que contrairement à ce qui se passe au Burkina Faso et au Mali. Donc, pratiquement aucune portion du territoire du Niger n'est occupée par les groupes terroristes. Ils se replient, ils sont pourchassés, ils viennent quelque part essayer des attaques, mais c'est plus souvent le nord du Mali, le nord du Burkina Faso, carrément occupé. Donc, cet argument, il ne passe pas. Donc, c'est pour vous dire que cet argument brandi par les putschistes, il ne passe pas. Mohamed Bazoum, on va admettre, il a été démocratiquement élu, il y a un suffrage qui a accompagné il donne son investiture, il faut respecter le suffrage exprimé par les Nigériens qui l'ont choisi. Donc je pense que c'est très intéressant. Les sanctions, on n'y peut rien. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Oui. Et voilà, il y a la fermeture des frontières qui est là déjà là. Alors, le port de Cotonou au Bénin, c'est ce port qui alimente pratiquement Niamey, qui est un pays carrément enclavé. Donc c'est autant dire que ça ne peut pas aller. Malheureusement, les populations... on risque d'étouffer les populations. On va étouffer les populations. Mais comme je le disais, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Oui. Qui est responsable de ça? Un pays qui est enfoui, quand même, qui est enfoui entre d'autres pays, qui n'a pas accès à la mer. Oui, non, je dirais pas... Qui sont responsables de cette situation-là. Encore une fois, tout démocrate, tout républicain... Attendez, Alpha Mamadou, on va échanger. Tout républicain doit condamner ce qui s'est passé là au Niger. Personnellement, je condamne ça. Mais j'ai envie aussi de dire, est-ce que la CEDEAO ne doit pas, réfléchir à un autre mécanisme de sanctions qui va être de nature à, prévoir des sanctions qui ne peut avoir des conséquences que sur les auteurs des coups d'État. Ça, il va falloir changer la charte. Justement, c'est pourquoi je parle de réflexion. Alpha Mamadou Yaya Baldé. Oui, je pense que c'est assez compliqué. Souvent, vous voyez ces personnes qui prennent le pouvoir par des voies illégales, et ils viennent parler au nom du peuple, mais véritablement nous savons... Par la force des Kalachnikov, oui, ils sont là juste pour leurs propres intérêts, pour leurs propres poches. C'est ce qui est dommage. Aujourd'hui, on a vu quand même, on a su l'histoire de ce général. C'est parce qu'on a voulu le démettre, mais c'est là, il a décidé d'entrer en rébellion, en tout cas contre le président Bazoum. Sinon, jusque-là, pendant 11 ans, si en tout cas, oui, ma mémoire est bonne, il était là et il n'a jamais brandi l'argument sécuritaire, mais c'est maintenant quand ses intérêts sont menacés, il sort pour en tout cas essayer de justifier le putsch qu'il vient de faire. Donc ce n'est pas normal. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les gens se déterminent et les choses sont en train de se dessiner clairement sur le terrain. Il y a 2 axes, je le disais ce matin, il y a l'axe de la démocratie et aussi l'axe de l'autocratie. Alors, on est en train de voir les pays qui soutiennent en tout cas la restauration du pouvoir légal, du pouvoir démocratique et constitutionnel de M. Bazoum, qui sont en train de prendre le dessus. Aujourd'hui, les contours d'une intervention militaire robuste sont en train, en tout cas, de prendre forme, parce que vous avez vu cette sortie d'abord de la CEDEAO elle-même, de l'Union africaine,
mais aussi les États-Unis à travers d'abord le secrétaire d'État Anthony Blinken, mais aussi le président Biden lui-même. Je pense qu'ils en ont fait une affaire sérieuse. Il va falloir aujourd'hui que même, si vous voulez, le Conseil de sécurité se saisisse de ce dossier-là, parce que il y va de la survie de la démocratie dans le monde. Ce sont les démocraties qui sont attaquées. Il va falloir qu'il y ait une riposte à la hauteur de la provocation. C'est une provocation. Il va falloir aller à Niamey avec, comme je l'ai dit, avec la cravache. Parce que ces gens-là ne peuvent pas entendre autre chose que ça. On a donné, je crois c'est une semaine, on a donné aux putschistes, plaisantins, aux plaisantins du Niger pour un peu céder le pouvoir. Mais concrètement, si la CEDEAO réussissait vraiment à rétablir Bazoum dans ses fonctions de président, et qu'est-ce que cela pourrait provoquer comme conséquence? Qu'est-ce que cela pourrait envoyer comme message? Est-ce que ça peut envoyer un message important, un signal à tous ces petits militaires dans les différentes armées africaines et qui ont la tentation du pouvoir, l'appétit du pouvoir? Ça va sans dire, Khalil. Ça va sans dire. Et quand la CEDEAO réussit justement ce coup-là, à ramener ces putschistes, n'est-ce pas, dans les casernes pour qu'ils quittent carrément l'échiquier politique, ce serait vraiment une victoire. C'était une victoire extraordinaire, important pour la CEDEAO, parce que on a besoin quand même que la démocratie s'enracine dans nos pays. Et les militaires, les jeux sont définis, les rôles sont définis en démocratie. Le militaire, il a sa fonction, on peut mettre tous les moyens à sa disposition, tous les moyens matériels et financiers à sa disposition pour qu'il puisse assurer l'intégrité territoriale, la défense de la patrie, et peut-être même assurer, aider à la sécurité intérieure. Donc voilà un peu ce à quoi ça dit les attentes par rapport aux militaires. Maintenant, il appartient aux politiciens de gérer le pouvoir politique et économique. Il leur appartient de gérer ça. Ça, c'est parce qu'on a accepté la démocratie. C'est parce que depuis 1990, avec la conférence de La Baule, je me souviens rappelé, quand on nous a dit, ben voilà, bonne gouvernance et en plus démocratie, et voilà, l'aide au développement. C'est comme cela, il faut passer par là. La démocratie, ce n'est certes pas un régime parfait, on va dire, mais on regarde tous les autres régimes que l'on connaît, la démocratie est sans doute le moins mauvais. C'est le moins mauvais, c'est le meilleur. Alors pourquoi il faut passer par là? Et pourquoi il faut passer par la force? Alors Mamadou Yaya Baldé, pourquoi la CEDEAO devait gagner cette bataille-là, cette bataille pour la démocratie? D'abord, c'est pour pacifier l'espace régional aujourd'hui qui est ponctué par-ci, par-là par des coups d'État. Regardez l'axe Conakry, Bamako, Ouagadougou, Niamey, mais c'est l'axe de la dictature qui est en train aujourd'hui de prendre du terrain et personne ne dit rien. On se gargarise derrière une souveraineté, je ne sais quelle souveraineté fantoche, oui, ou un panafricanisme, je ne sais pas, d'une certaine époque, avec des discours, mais avec un contenu vide quasiment. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faudrait revenir à la réalité du terrain. La CEDEAO doit gagner parce que tout simplement, les forces les plus représentatives sont avec la CEDEAO. Regardez, vous avez vu la position du Sénégal, vous avez vu la position de la Côte d'Ivoire, vous avez vu également le Bénin, le Nigeria, qui constitue quand même un mastodonte. Moi j'aurais compris que le Sénégal, en tout cas, prenne le devant dans ce combat. Et peut-être même quel autre pays a parlé? Le Nigeria déjà. Le Nigeria, mais pas la Côte d'Ivoire. Puisqu'à la tête de la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, il y a quand même un président qui est là, qui est dans son 3e mandat. Ça aussi, il faut combattre ça, Mamadou Yaya Baldé. Oui, c'est ça la vérité. Tu ne peux pas faire quelque chose chez toi qui est contre la démocratie et vouloir imposer ça chez le voisin quand même. Mamadou Yaya. Oui, ça revient très souvent. Alors que Ouattara se retire de cette histoire. Oui, le cas de la Côte d'Ivoire, ça revient très souvent. Oui. On rappelle qu'il est assis sur une chaise exéctable parce que voilà, le 3e mandat, tout ça, d'ailleurs, c'est qui pourrait même expliquer cette détermination de la Côte d'Ivoire peut-être à aller mater les putschistes du Niger pour ne pas qu'une telle chose puisse en tout cas prospérer en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ça pourra... c'est quel rhétorique. Alors, Alpha Mamadou, on a vu le Mali, on a vu la Guinée, on a vu le Burkina Faso. Tous ces pays ont dit, si vous attaquez le Niger, considérez que vous avez déclaré la guerre à ces 3 nations-là. Bon, est-ce que la Guinée... À quoi? Est-ce que la Guinée bien entendu.
Bien entendu, vous avez lu le communiqué quand même du CNRD. Communiqué dans lequel, oui, on a parlé de déclaration. Attendez, on a parlé de déclaration. Non, si vous le permettez. Non, attendez. En tout cas, la Guinée n'est pas du tout d'accord. N'est pas d'accord avec l'intervention militaire. D'accord, ça je vous le concède. Mais sauf que les deux autres pays, je parle de Mali et de Burkina Faso, on parlait de déclaration de guerre. Et si la CEDEAO attaquait le Niger, et que ces deux pays décidaient à s'unir peut-être même avec la Guinée pour défendre ce Niger-là, finalement, est-ce qu'on ne risque pas de créer un nouveau Bagdad dans l'Afrique de l'Ouest? Tiens, un nouveau Bagdad. Oui. J'aime bien la comparaison. Oui. Non, il n'en sert à rien. Ces petits militaires du Mali et du Burkina Faso, ils ne parviennent même pas à contrôler leur territoire. Comment vont-ils défendre au Niger? Les territoires sont occupés. À Gao, qui est là? C'est les Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est le Jinim, c'est le Moujao. Ils sont au nord du Mali. Tous ces groupes, les Touaregs qui sont au nord à Gao et à Tombouctou, à Kidal. Mais l'armée du Mali n'est pas là. L'armée malienne est juste quand on est au centre du pays et en train de commettre des exactions contre des civils, contre certaines populations civiles. Ils sont incapables de récupérer le nord. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors pour le Niger? C'est impossible. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Il y a des régions du Burkina Faso qui sont aujourd'hui isolées par des terroristes, occupées. L'armée nigérienne ne peut plus, l'armée du Burkina ne peut pas aller. L'armée du Burkina Faso a même été obligée de faire appel à des civils qu'on appelle comment on les appelle, en tout cas il y a des gens, des supplétifs, les VDP, des supplétifs de l'armée, des civils qu'on est en train de former dans l'OTAN pour qu'ils viennent faire face aux terroristes. Comment peut-il aider le Niger? Des interrogations très légitimes. À présent, on va partir avec le passage de l'écran publicitaire, en tout cas au compte de ce numéro de Talk Politique. On revient juste après. Et pour poursuivre cette émission, continuez de réagir, de commenter cette actualité. On va se faire le devoir et de prendre en compte dans un instant tous vos messages. On se retrouve juste après.